Et bonsoir les amis, bonsoir dans ce live qui va être du pur rock'n'roll. Ça va changer, ça va être un live un petit peu spécial. Alors j'ai mis mon plus beau t-shirt pour l'occasion. Guns N' Roses, on en parlera avec mon pote Arnaud. J'ai mis mes bracelets éponges, voilà, que j'ai tout le temps sur moi pour pas avoir les mains qui transpirent, tu comprends. Ma bague fétiche, hein, un petit Eddie, Iron Maiden. Et puis, on va accueillir avec bien sûr cet accessoire qui est un petit peu, je dirais, unique et qui caractérise un grand guitariste. En tout cas, on l'adore, Arnaud et moi. On va le découvrir un petit peu plus tard pour cette intro musicale. En tout cas, je suis très fier de vous accueillir ce soir pour ce live avec notre ami Arnaud Tabarek. Voilà, c'est ce mec-là, tu vois, Arnaud Tabarek. C'est un chef étoilé et qui est devenu végétarien et qui adore le rock and roll. Alors merci d'être présent. Il est 19h passé et vous savez que j'ai l'habitude de vous accueillir toujours en musique. Et donc j'ai choisi un petit passage musical qui va rappeler, à mon avis, de bons souvenirs à notre ami Arnaud. Welcome to the jungle. Bah, j'ai pas de régie, tu vois, j'ai de petits moyens. Moi, je suis pas, tu vois, à la télévision dans Hell's Kitchen. On va en parler. Ou en fait, voilà. Alors, règle-moi ce cadrage déjà. Il faudrait que tu sois dans le cadre. Donc, essaye peut-être de bouger l'écran ou. Alors, le problème, c'est que je me vois pas. Alors, là, t'es comment là? Encore un petit peu. En fait, tu es coupé ici. Tu vois? D'accord. Bon, alors ça, c'est les cales. Ouais, mais c'est bien. Elle est épaisse, elle est solide. T'inquiète. Ah, là, t'es bien, là, par contre. Ok. On va y arriver. Alors, on va commencer concours t-shirt. Montre-moi ce beau t-shirt, alors. Ah oui, mon ami. Alors, dis-moi à qui je te fais penser comme ça, là. Avec ses lunettes. Avec ses lunettes, bah, Axel, forcément. Voilà. Donc, Axel, complètement fou, ce chanteur. Ouais, est-ce qu'il a eu du retard pendant le concert que tu as assisté en fait au Guns N' Roses? Donc j'ai trouvé l'extrait de ce concert. Je t'ai pas vu dans la foule par contre. Si, j'étais en bas à droite. Ah ouais, ok, c'était toi, d'accord. Parce qu'en plus tu as refusé un pass backstage en fait pour assister sur le concert sur la scène. Tu as dit non, moi je veux être devant la scène. Alors déjà, tu vas me raconter cette rencontre avec Slash. Avec Slash, donc le guitariste des Guns. Ouais. Nous mettre dans l'ambiance. J'ai un ami qui est restaurateur à Paris qui m'appelle la veille du concert des Guns et qui me dit écoute Arnaud, viens manger. Bon, t'es à Paris, demain on va voir le concert, viens manger. Je dis je sais pas, je lui dis tu sais quoi, je suis en Doc Martens, jean troué, le resto étoilé en jean troué, je me dis bon. Il me dit non mais viens, ça va être sympa. Et en fait, j'arrive devant le restaurant, on rentre tranquille. Et là, mon pote vient me voir en me disant, écoute, c'est un peu, tu vois, il y a un peu de monde, donc je veux voir si je peux te caler. Et d'un coup, il me met à une table et le mec il se lève à la table et c'était Slash. Putain, ça c'était, tiens, c'est une soirée inoubliable.
Et en fait, Gilles, donc, qui vit aux États-Unis maintenant, qui a vendu son restaurant de Paris, est un des meilleurs amis de Slash. Et moi, je le savais pas. Ok. Donc c'était juste, voilà. Juste la veille du concert, tu passes un moment avec Slash, le lendemain tu le vois en concert au Stade de France, c'était un peu mythique, quoi. Alors surtout que tu m'as confié que les concerts, t'en fais pas beaucoup par rapport à ton métier de Ben chef. non, Donc pas pour toi, beaucoup, quand même, parce que ça c'était pas un beaucoup de événement. temps. C'était Pas un beaucoup événement de pour temps. toi. Après, un concert des Guns, ouais, je pense que j'avais prévenu tout le monde que je venais pas bosser, genre un an avant, quoi. Ok. Enfin, c'était le genre de truc, jamais, je peux pas. C'est pas possible. Non, c'était énorme. C'était énorme. Franchement, un des plus beaux concerts que j'ai vu. J'en ai pas vu 3000 parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais franchement énorme. Alors, ça fait longtemps que tu aimes ce groupe-là. Tu les as connus avec le premier album, donc c'est Appetite for Destruction. Exactement. Donc, Je vais avoir, je vais avoir 13-14 ans, quoi. ok. Donc, ouais, je suis plutôt fidèle. Ouais. Ouais. Alors, pour je te faire une petite confidence, le premier tome de Hit, il est sous-titré Chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Et en fait, ce mot jungle alimentaire, donc ça m'a été inspiré directement par Welcome to the Jungle Ouais. des Guns. Tu vois, j'ai fait vraiment, pour moi, la musique m'inspire beaucoup dans mes écrits. Est-ce que toi, la musique t'inspire dans ta cuisine? Elle m'inspire. En fait, elle m'a permis de rester qui je suis. C'est-à-dire que tu vois, chef, étoilé, dans un 5 étoiles, fallait rentrer dans certaines cases. Et le fait d'écouter du rock m'a permis de rester qui je suis. Je te donne un exemple, je voulais me faire tatouer il y a quelques années, et puis je vais me faire tatouer l'épaule, comme ça se verra pas, tu vois. Et en fait, non. En fait, j'ai assumé. Bon, alors maintenant, j'ai T'en as un petit peu partout, voilà. Ouais, j'ai bien assumé. Mais c'est parce que c'est comme ça, c'est un mode de vie, c'est une génération aussi. Et puis je pense que pour être bon dans ce qu'on fait, pour bien transmettre, il faut assumer qui on est. Voilà, je pense que c'est. Alors, tu es plutôt pas mauvais dans ce que tu fais. Hein, donc, je suis fier d'accueillir quand même mon premier chef étoilé. Voilà, c'est une première. Tu vois, en plus rock'n'roll, c'est parfait. Donc, tu as navigué donc en France, tu as travaillé également à Singapour, donc dans des restaurants étoilés. Tu as eu ta première étoile, c'était en 2014, c'est ça? 2014, ouais. Comment tu as vécu cette étape-là? Est-ce que c'est important le fait d'avoir une étoile pour une chef? Écoute, c'est important, oui. C'est important de l'avoir et quand tu l'as, ça perd son importance. Alors peut-être aussi parce que quand je l'ai eu, j'étais papa depuis 15 jours. Je pense que la relativité entre le fait d'être papa et de pas trop comprendre ce qui se passe et le fait d'avoir une étoile, peut-être que ça a joué. Maintenant, je crache pas dans la soupe. J'ai été très fier, très heureux. J'ai eu du mal à la gérer au début parce que ça m'a mis beaucoup de pression. Une fausse pression, hein, d'ailleurs, qu'on s'inflige nous-mêmes, mais beaucoup de pression. Et puis après, je m'en suis vite détaché parce que je voulais pas être enfermé dans un truc qui me correspondait pas. Et puis du coup aujourd'hui, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les gens. C'est pas tellement les récompenses. Ça y est, les récompenses. T'as eu un parcours quand même qui est assez, je dirais, éclectique et non conventionnel parce que déjà tu as fait une émission de télé, donc il y a eu beaucoup de succès. C'est Hell's Kitchen, donc c'est une émission de télé, je crois que c'est anglais. Ça a été initié par Gordon Ramsay. C'est ça. Qui a fait en Angleterre, qui a été revendu aux États-Unis. Et tu as fait donc la version en France sur NT1 et c'était en 2016. Comment tu as atterri en fait dans cette émission? Alors c'est assez drôle parce qu'en fait j'ai atterri sur Hell's Kitchen en refusant une autre émission de télé. Et voilà. On m'a appelé en fait pour faire une émission, une grosse émission de télé de cuisine et en fait j'ai refusé et on m'a appelé parce que je pense que j'étais le jeune étoilé, tu vois, un peu différent. Et du coup, au dernier appel, je me suis un peu énervé au téléphone en les envoyant chier un peu propre, quoi. Ouais. Okay. Et 15 jours après, j'ai un mec qui m'appelle, qui m'a dit ouais, j'ai une production, je fais une émission de télé. Je lui dis mais en fait, vous avez pas compris, je veux pas faire télé, ça m'intéresse pas et tout. Et je l'envoie chier. En fait, le lendemain, il est venu au restaurant et il me dit écoutez, faut qu'on parle. Et il me propose Hell's Kitchen. Il me dit je trouve que ça vous va bien, c'est un peu décalé. Un peu. Ouais. Je suis tombé fan du produit, quoi. C'est je l'ai fait parce que l'émission me plaisait, pas parce que j'avais un besoin de notoriété. J'avais juste envie, de faire cette émission. Gordon, je suis fan de ce mec parce qu'il est taré.
Il est complètement secoué. Il a l'air, ouais, il a l'air. Ouais. Et tu n'as pas voulu regarder d'émission, hein, pour pas te laisser influencer par Gordon. Au début de regarder parce que je voulais pas faire une pâle copie du Ramsey. Mais par contre, après, je me suis régalé, j'ai bien tout regardé et bon, moi, je suis là, lui, il est là, quoi. Mais après, c'est pas le même pays non plus, tu vois. Ouais. Quand on tournait, on se disait, ouais, faut qu'on aille plus loin. Et en même temps, moi, je voulais pas aller plus loin parce que je voulais pas manquer de respect aux gens. Chose que lui peut faire parce que tu es aux États-Unis, parce que tout le monde sait que c'est un show. En France, faut quand même, il y a des limites à tenir parce que les gens font pas la différence entre toi à la télé et toi dans la vie. Tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, je suis resté moi-même. Écoute, ça s'est plutôt bien passé et les gens qui m'aiment m'ont reconnu. Donc, je suis resté fidèle à ça. Tu avais à disposition une belle cuisine, hein. Ouais, des extraits de l'émission, ça avait l'air confortable, hein, comme cuisine. C'était une cuisine magique avec, ouais, t'avais tout ce que tu voulais. C'était énorme. Énorme. Qu'est-ce que ça t'a apporté à titre personnel, en dehors de la notoriété? Bizarrement, c'est la notoriété qui t'apporte parce que comme mon ego a été flatté plus que je n'aurais pu espérer, du coup, je me suis libéré de ça, en fait. Et c'est ça qui m'a fait avancer, en fait. C'est ce qui m'a permis de me reconcentrer sur qui j'étais moi, ce que je voulais moi dans la vie, et plus rechercher, tu sais, aller à la recherche de ce flattage d'ego malsain. Aujourd'hui, je m'en tape, tu vois, par exemple. Aujourd'hui, je m'en fous de ce que les gens me reconnaissent pas, pensent de moi. Je suis comme je suis à prendre ou à laisser, tu vois. Et ensuite, remboursé, tu vois, c'est vrai. Ouais. On peut dire que t'es cash, mais ça va bien avec ton image en tout cas. Tu m'as confié également que tu avais fait, comment on peut appeler ça, un burn-out. Ouais. Ou alors une remise en question après cette émission les dernières années. Le burn-out, c'est le point de. J'aime pas ce mot parce que c'est un peu galvaudé en ce moment, mais ouais. C'est le point de rupture où tu vois, moi alors c'est un mélange entre la crise de la quarantaine et un surplus de travail, je pense. Et un jour tu peux plus. Un jour tu peux plus faire ce que tu fais. Un jour je me reconnaissais plus dans la glace, tu vois. Pourquoi? Si tu travaillais trop, ça te demandait trop d'énergie, de concession? Bien. Parce que trop dans l'action, trop dans le vouloir être parfait tout le temps, et donc à un moment donné, bah j'ai pété un plomb. Il a fallu que je me retrouve moi. J'ai arrêté de travailler. J'ai pris du temps pour réfléchir à ce que moi je voulais dans la vie et qui j'étais surtout. Quelles sont mes valeurs, quel est mon futur, qu'est-ce que je veux donner comme valeur à ma fille. Toutes ces choses-là, on n'a pas le temps en fait, quand on est pris dans notre quotidien, on n'a pas le temps de réfléchir qui on est. C'est très con comme question, mais en même temps c'est essentiel, qui on est. Ouais. Et du coup j'ai beaucoup lu, je suis resté un peu chez moi, un peu cloîtré, j'ai beaucoup lu. Alors au début des trucs qui servaient pas à grand chose, qui me vidaient la tête, et puis plus ça va, plus j'ai commencé à me dire ok, mon métier c'est quoi? Mon métier c'est de faire à manger. Et est-ce que je le fais bien? Et tu vois, tu te dis est-ce que je veux pas empoisonner des gens en faisant de la merde? Tu vois, avec des produits de merde. Non, j'avais de la merde. Tu faisais quand même aussi de la grande cuisine. Ouais, mais comment aller plus loin là-dedans? Tu vois, comment être encore plus éthique? Comment faire une cuisine plus intelligente? Comment être sûr est-ce que ce que je donne à mes clients, je le donnerai à ma fille? Toutes ces petites questions. Alors oui, grosso modo, j'avais des super produits, mais je voulais vraiment aller plus loin. Et donc, j'ai lu beaucoup de livres sur la cuisine. J'ai lu tes livres. J'ai lu des livres sur le végétalisme. J'ai lu des livres sur les véganes. Et puis, je me suis cherché moi, qu'est-ce qui me ressemblait à moi. Et puis, vegan, c'est peut-être un peu trop pour moi. Je suis peut-être pas prêt. Et en même temps, le fait de manger de la viande aujourd'hui, ça devenait de plus en plus compliqué pour moi. Mais tu as eu une prise de conscience. Tu as eu une prise de conscience à cette époque-là où tu as pris le temps de réfléchir, en fait. Exactement. Et donc, j'en ai pris le pas un jour. Je me suis dit, ok, j'arrête de manger de la viande. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, je vais devenir flexitarien. Alors, flexitarien, c'est un mot un peu complet et qui est très à la mode en ce moment. Diminuer ta consommation. Ouais. Exactement. J'ai commencé à diminuer. Et puis, comme j'étais plus chef d'un resto, j'étais à la maison, donc je faisais mes courses comme Monsieur et Madame Tout le Monde. Et ben, Monsieur et Madame Tout le Monde, il n'a pas accès aux super produits que moi j'avais quand j'avais le resto. Et en fait, quand je faisais mes courses comme Monsieur et Madame Tout le Monde, je me suis rendu compte que j'avais le choix entre de la merde et de la merde. Et que c'était pas possible. Je pouvais pas manger cette viande-là, tu vois, c'était pas possible. Autant les légumes, on arrive quand même à trouver, grosso modo, des trucs un peu sympas avec des maraîchers locaux, des trucs. Autant la viande, c'est compliqué. Alors, il y a des super bouchers, je critique pas les gens où c'est leur travail, les gens qui le font bien. Il y a des super bouchers, mais de plus en plus rares, malheureusement.
Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de trouver de la merde que de trouver de la bonne viande. Exact, ouais. Et un jour, j'en ai eu marre, en fait. Et je me suis dit, en fait, j'en ai pas, c'est pas un besoin, tu vois, j'en ai pas besoin. Et puis, du coup, ça m'a amené sur les animaux, sur le bien-être animal, sur comment on élève aujourd'hui, parce qu'on est tous en train de juger ce qui se passe en Chine, ils mangent des animaux sauvages et tout. Enfin, qu'on regarde un peu ce qui se passe chez nous, quoi. Je veux dire, comment nous, on élève les animaux, c'est aberrant. Ouais. Et du coup, ça m'a amené là-dessus. Et puis, j'avais monté une association, qui était beaucoup sur les enfants handicapés et pour venir en aide aux associations qui étaient en manque de moyens. Et puis dans mon association, j'ai relayé, du coup, je l'ai agrémenté de cette version un peu écolo où de temps en temps on va faire des nettoyages de plage, des nettoyages de forêt, enfin des petites actions qui peuvent paraître rien, mais je crois que je sais plus qui a dit, mais si c'est pas moi, qui, et si c'est pas maintenant, quand. Et en fait, cette phrase, elle est tellement, voilà, faut faire un peu, ce qu'on peut, à son niveau. Un peu. Dire quand on croise un papier par terre, bah, ramassons-le, quoi. C'est pas. Mais cette prise de conscience t'a amené donc à consommer un petit peu moins de viande. Là, je pense que donc tu manges plus de viande, notamment de viande rouge. Est-ce que par rapport à ton métier, quand même, la viande fait partie de notre tradition entre guillemets culinaire française. Est-ce que tu travailles encore de la viande pour tes clients Alors, je ne m'interdis pas d'en travailler. C'est-à-dire si je suis amené dans des restaurants à cuisiner de la viande ou j'ai pas de problème avec cuisiner de la viande, j'ai pas de problème avec vendre un plat de viande à partir du moment où il est de qualité. Moi, maintenant, je veux plus en manger. Maintenant, je n'impose à personne. Je suis pas persuadé que d'imposer c'est la solution. Je pense qu'il faut accompagner. Et je pense qu'il faut traiter la viande différemment. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, la viande dans mes plats, par exemple au Télégraphe à Toulon, la viande va devenir un condiment plus que le plat en lui-même. C'est-à-dire que dans notre culture, on mange une viande avec une garniture. La garniture a toujours le second rôle. Moi, ce que je veux, c'est que le végétal reprenne le premier rôle et qu'à la limite, la viande ou la protéine animale revienne dans un second rôle, c'est-à-dire inverser les rôles. Et on va petit aparté, tu sais, on va beaucoup digresser tous les deux, donc ça va partir un peu dans tous les sens. Ne t'inquiète pas, on quittera pas le chemin. Mais concernant le Télégraphe, donc moi j'avais noté parce que je voulais venir à l'inauguration, hein, donc je voulais, tu vois, participer à cette ce bel événement. Donc ça devait avoir lieu donc fin avril. Exactement. Donc, pendant cette assignation à résidence, donc ça va être repoussé, c'est ça? Ouais, en fait, on va le repousser, on ne sait pas quand encore, ou avant l'été ou après l'été. Je pense que ce sera après l'été. Et en même temps, je suis en train de réfléchir avec François, donc qui est le propriétaire du Télégraphe, à une espèce de formule d'entre-deux. C'est-à-dire ouvrir en fin d'été, mais d'ici à l'ouverture, faire peut-être des plats à emporter, travailler sur des bouillons. Moi, j'adore les bouillons, donc travailler sur des bouillons, donc des plats emportés en bocaux. Consigné. Je pense qu'on va revenir cette formule un petit peu. J'ai lu que tu aimais bien cette formule un peu bistrot. Oui, ben moi je t'avoue qu'aujourd'hui je comprends plus grand chose à la haute gastronomie. Ça me parle plus. Moi, ce qui me parle aujourd'hui, c'est vraiment la cuisine de maison, la cuisine de bistrot, la cuisine où il y a de la gourmandise et surtout en étant végétarien, c'est-à-dire que ramener le végétal avec de la gourmandise. De l'envie, enfin, les gens ils pensent qu'un végétarien ça mange de la salade, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un peu aberrant. Et du risotto. Tu vas au resto, on te propose un risotto. C'est à chaque fois. Donc non, on ne mange pas que des risottos et de la salade. Voilà. Non, c'est très varié. Tu as découvert comme ça de nouvelles choses. Il y a un aparté, j'ai discuté, j'ai été reçu au Grand Journal avec Thierry Marx, qui me confiait, comme toi, qu'on avait de plus en plus de difficultés, même grand restaurateur, de trouver de la bonne viande, que c'était aussi très très cher, et qui en fait, qui avait découvert beaucoup de choses dans le végétarisme, et il disait que c'était vraiment l'avenir aussi de la grande cuisine, c'était de tendre aussi vers du végétal en fait. Bah, je pense que c'est aussi au chef à donner la ligne de demain. C'est comme la mode, tu vois, c'est la haute couture qui va te donner la mode de demain. Donc je pense que c'est aussi à eux à faire le job, c'est-à-dire qu'il faut se poser des questions. On ne peut plus vivre comme on vit aujourd'hui, c'est plus possible. Donc ou on continue à faire l'autruche et à marcher tête baissée, mais il faudra pas venir pleurer quand il sera trop tard, et parce qu'on n'en est pas loin, ou on essaye. Je veux dire,
Moi, ce que je fais, je le fais pas en me disant je vais sauver le monde. Enfin, déjà, le monde, il a pas besoin de moi pour être sauvé. Et c'est l'humanité qu'il faut sauver, et pas la planète, parce que la planète, elle vivra bien après nous. Mais ce que je fais, je le fais parce qu'il faut le faire, en fait. Toi, je le fais pour avoir, pour pouvoir me regarder dans la glace. Je le fais parce que si on fait rien, ça devient pathétique. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est de la résistance. C'est de la résistance pas passive, tu vois, parce qu'on est actif, mais en même temps non violente. Non violente, c'est de la résistance. On résiste à chaque fois que j'utilise ma carte bleue, je me dis est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça me sert à quelque chose? Est-ce que c'est bon pour moi? Et est-ce que c'est bon pour la planète? Quand tu t'es posé ces questions-là avec ta carte bleue dans la main, déjà, tu n'achètes plus que 50% de ce que tu voulais acheter. Et pour toi, cette prise de conscience t'a amené à être, je trouve que tu es militant, dans le bon sens du terme. Alors, je voulais t'avoir avant au téléphone pour me rassurer que tu n'étais pas un extrémiste ou un fondu, tu vois, de la cause animale, tout ça. Bon, on s'est bien entendu lors de ce premier échange téléphonique, donc ça m'a rassuré. Et donc, ça t'a fait, sur ton mur Instagram, on voit que tu envoies des posts intelligents qui sont avec de belles valeurs. Tu as ce militantisme, entre guillemets, doux, voilà, que j'apprécie particulièrement. Parce que je pense qu'il faut être doux. Je pense que si on, en fait, ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais de l'autre côté. Tu vois, ce que je veux dire. Donc, je sais à quel point ils m'insupportaient, les écolos donneurs de leçons. C'est insupportable. C'est insupportable parce que ils en oublient l'humain derrière. C'est-à-dire que le mec qui prend sa bagnole, son diesel tous les matins, tout seul dans sa voiture, il le fait pas. Oui, s'il pouvait faire autrement, peut-être s'il avait le temps de la réflexion, peut-être qu'il ferait autrement, mais il n'a pas le temps. Il est dans son urgence du quotidien. C'est ça le problème. C'est qu'on est tous dans notre urgence du quotidien et en fait, on a de temps en temps des espèces de réveils, mais on n'a pas le temps de les mettre en place. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu le temps. Je me suis donné le temps d'avoir cette réflexion. T'as pris le temps aussi. Ben ouais. Et je pense qu'il faut pas juger. Il faut essayer amener des solutions, qui puissent être absorbées par une société en action. C'est bien beau de dire oui, il faut plus prendre sa voiture, d'accord. Mais aujourd'hui, la société, elle est pas adaptée pour que ça soit comme ça. Donc oui. Chacun fait ce qu'il peut, ouais. Et puis il y a des faux débats aussi quand on te dit qu'il faut mettre une bouteille d'eau dans tes toilettes alors que tu viens de manger 1 kilo de bœuf. Ouais, faut juste arrêter. Il y a des moments, faut arrêter le cinéma, quoi. Ça, c'est un argument que tu sors régulièrement, hein. Mais oui, parce donc, la consommation d'eau d'un bœuf. La consommation de viande, c'est dire si on parle de l'eau qui sera, à mon avis, le pétrole de demain. L'eau, c'est pas en prenant des douches de 3 minutes que tu vas sauver l'eau. C'est pas ça. Alors oui, ça peut donner de bonne conscience, mais ça n'a aucun intérêt. C'est des mouvements qui sont inefficaces au possible. Et le pire, c'est que ça donne une espèce de truc où tu as l'impression de faire quelque chose. Non, tu ne fais rien. Ça n'a aucun intérêt. Prends des douches. Je veux dire, mais même prends un bain. Mais arrête de manger du bœuf. Voilà. Moi, c'est plus là-dedans. Tu vois, c'est plus avoir des actions efficaces. Parce que aujourd'hui, pour moi, je suis végétarien parce que c'est la seule action dans ma vie que je peux mettre en place sans changer mon quotidien outre mesure, qui soit efficace. C'est-à-dire que je pourrais dire, je ne veux plus utiliser de voiture, le seul problème, c'est que j'en ai besoin. Eh oui. Alors, dans ce nouveau restaurant, donc le Télégraphe, à Toulon, il va y avoir donc une carte mixte, tu m'as dit. Donc, parce que je ne veux pas être dans l'imposé. Il y aura... sûr. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut respecter les choix alimentaires de chacun. Il ne faut pas nous mettre dans des boîtes, des cases. Il ne faut pas que ça soit la cause de chamaillerie. Comment tu travailles, par exemple, le tofu? Parce que le tofu, c'est un aliment donc qui a pas de goût. On est d'accord là-dessus. Est-ce que tu travailles cet aliment dans ta cuisine? Principalement en bouillon. Hein, tu vois, comme toi, je suis assez fan de la soupe miso. Donc, je me fais beaucoup de miso. Mais ça va amener une texture. Par exemple, tu te fais un bouillon coco avec un peu de gingembre. Ça va t'amener, en fait, le miso va apporter des textures, ouais, c'est ça, du fond, tu vois. Ok. Maintenant, pour revenir, l'idée, moi, c'est vraiment de retravailler un peu le végétal comme une viande. Ouais. Donc tu travailles tu fais des légumes aussi, tu les braises, tu m'as dit que tu leur donnais beaucoup de goût, de texture. Le barbecue,
tu vois, j'ai assez, j'ai vraiment du mal avec les steaks de soja ou les steaks végétaux. Je trouve qu'à un moment donné, arrête de manger de la viande, bah tu vas pas manger un steak végétal. Je trouve ça, enfin, ouais. Qu'est-ce que tu penses justement de tous les plats? Qu'est-ce que tu penses en tant que cuisinier de tous les plats préparés comme ça qu'on nous vend? Tu vois, la fausse viande, les saucisses, les steaks végétaux. Encore une fois, le problème, j'ai envie de te dire, c'est même pas pour le coup là la viande ou pas la viande, c'est qu'il faut arrêter de manger des produits transformés par une industrie qui te tient. Donc à un moment donné, le seul moyen aujourd'hui de bien manger, c'est de passer d'un produit brut à un plat. Y a pas 36 moyens. Faut arrêter. C'est pas possible de bien faire en faisant des produits industriels. Point barre. Dire c'est pas possible de bien pêcher en faisant de l'industriel. On le voit bien aujourd'hui. Dire on te vend du poisson qui est fait avec des chaluts, c'est insupportable. Et en fait, dès l'instant où tu mets industriel dans ton assiette, c'est forcément de la merde. Point. Que ce soit végan ou pas. Bien sûr, que ce soit végan ou pas. Dire à un moment donné, c'est quoi l'intérêt? Recuisinons, en fait. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, c'est recuisinons. Remettons le fait de se manger là où il doit être dans nos vies. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on part du principe qu'on est des animaux, ce que je crois, en fait, on a des besoins fondamentaux qui sont dormir, respirer, manger. Et le problème, c'est que manger aujourd'hui est relayé après le plaisir, après les jeux vidéo, après Netflix. Mais non, ça peut pas marcher. Il y a le goût aussi, tu sais, je dis souvent qu'on mange aujourd'hui plus par goût. On mange parce que c'est bon, tu vois, au goût, mais pas parce que c'est bon pour notre corps au niveau nutritionnel. Toi, cette notion de qualité nutritionnelle, tu l'intègres dans ta cuisine? Moi, depuis quelques mois, je suis super sensible à ça, à savoir est-ce que déjà parce que quand tu deviens végétarien, il faut que tu fasses attention à quels sont tes apports aussi. Donc forcément, tu deviens beaucoup plus sensible à qu'est-ce que tu manges. À un moment donné, tu vas avoir besoin de fer. Et ton corps te le dit. Moi, il y a des jours où j'ai envie de verre. Tu vois, je rêve de verre. J'ai envie d'épinards, j'ai envie de salade, j'ai envie de. Et puis il y a des jours, j'ai envie de pâtes. Et je pense qu'il faut apprendre à s'écouter soi-même. Exactement. Ton corps te parle. Moi, je suis persuadé de ça. Et puis on a une multitude en fait, tout est dans le végétal. On n'a besoin de rien d'autre. Il faut écouter son corps, c'est l'instinct en fait. Exactement. C'est notre instinct. Mais pour ça, il faut se désintoxiquer déjà. Mon corps demain me dit mange une côte de bœuf, peut-être je le ferai. Mais je t'avoue qu'il me le dit pas. Et moi, ça fait des mois que je mange plus de viande et j'en ai plus envie. J'avais très peur de ça, parce que je suis un carnivore. J'avais peur de pas réussir en fait, de pas y arriver, de me dire que non, la viande. Et en fait, aujourd'hui, j'en ai plus envie. Voilà. Ça me fait, mais vraiment, je suis vachement serein là-dessus, c'est que j'en ai plus envie. Mais parce que tu étais prêt. C'est pour ça que je dis aux personnes qui vont vers le végétarisme ou même le véganisme, il faut pas que ce soit une frustration en fait. Et on n'a pas ce manque-là. On n'a pas ce manque. Quoique moi, quand je me promène sur les marchés, tu sais, la première chose que je sens en fait, c'est le stand de charcuterie. Ah non, quoi plus les rôtis? Je sais pas, non, mais la charcuterie. Ouais. Moi, je sens le saucisson. À 100 mètres, je sens le saucisson. Je te repère le stand de charcuterie, tu vois. Je pense que c'est ce qui a été le plus dur pour moi, parce que j'étais vraiment, tu me faisais une prise de sang, il y avait marqué saucisson. Ok, mais pourtant, tu vois, l'élevage de cochons, c'est vraiment un élevage qui est horrible, quoi. Tu vois, le sort du cochon, et puis après, comment est travaillé aussi la charcuterie, tu le sais, quoi. Tu vois, avec tout ce qui est comme les conservateurs, tu vois, les nitrates, tout ça, c'est vraiment de la cochonnerie. Après, il peut y avoir aussi de la très bonne viande, très bonne viande fumée. Oui, mais le problème, c'est pareil, c'est qu'aujourd'hui, faut être réaliste juste un petit peu. On est 7 milliards. On peut pas avoir de la bonne viande pour 7 milliards. C'est pas possible. Ouais, mais pensons déjà au national, tu vois, au niveau de la France. On a encore des petits producteurs. En plus, tu as un lien, toi, avec ces petits producteurs. Il y a quand même aujourd'hui encore des éleveurs. Mais il y en a. Moi, j'ai un de mes amis qui est dans l'arrière-pays canois qui élève des cochons de manière mais absolument magnifique. C'est-à-dire que les cochons, ils sont dans la pampa, ils sont heureux. Évidemment, à un moment donné, il faut les tuer. Ça, je suis ok. J'ai pas de problème avec ça. Mais le problème, c'est que il produit tellement peu. Ben oui, il va pas nourrir tout Cannes, surtout pendant le festival, parce que ça mange beaucoup pendant le festival. Hein. Surtout avec nos modes de consommation d'aujourd'hui. Si tout le monde mangeait une fois du cochon par mois, on arriverait peut-être à
à multiplier le fait que les gens mangent bien. Mais le problème, c'est qu'on veut tout de suite, maintenant. Et c'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Et puis, on veut manger des fraises au mois de décembre, et puis on veut manger des petits pois au mois de décembre. Ouais, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Alors aujourd'hui, je suis plus serein. J'avoue qu'il y a quelques mois, j'étais énervé, mais du matin au soir. C'est vraiment, je pense que quand je m'y suis mis, le problème de nos sociétés m'a tellement pété à la gueule que du coup, les gens m'énervaient. C'est-à-dire, j'allais faire les courses, je voyais les gens acheter des fraises au mois de décembre, j'avais envie de les gifler. Et aujourd'hui, je suis plus là-dedans. Aujourd'hui, je suis plus dans la limite aller les voir, leur expliquer, leur dire, mais écoutez, franchement, attendez quelques mois parce que là, vous vous faites pas du bien, en fait. Là, tu manges de l'eau qui a un goût de fraise et en fait, ce que tu manges, c'est des pesticides. Donc, va te faire un bol de destock, puis lâche-nous, quoi. Ouais. C'est normal. Tu sais, quand on a cette prise de conscience, on a cette rébellion, tu vois, on veut secouer les autres, on comprend pas, on est vraiment militant actif et un peu agressif aussi, tu vois. Ouais. Après, ça c'est la sagesse. Après, la sagesse, c'est tu vas leur parler et puis tu dis les choses calmement, c'est ce que j'appelle le militantisme doux, tu vois. Ouais. Après, il y a un autre stade, c'est que tu laisses faire parce que t'en as assez, quoi, tu vois. Il y a différents stades, tu vois. Donc, tu as travaillé longuement donc, sur Cannes, tu es cannois. Exactement. Tu as participé donc au festival. Tu as dû rencontrer pas mal de stars parce que tu as un mur, en fait, qui est assez fourni, hein, au niveau des stars. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter au niveau justement, de l'intérêt d'être cuisinier, que l'alimentation peut permettre de créer des liens? Est-ce que tu as des anecdotes comme ça à nous raconter? Ouais, pour rester dans le sujet, j'ai le souvenir de Willem Dafoe qui vient faire un cocktail, pendant le festival et il est vegan. Et tout le monde avait peur qu'il reste 5 minutes parce qu'il avait faim et moi j'étais déjà hypersensible au plaisir de l'autre, c'est-à-dire que peu importe sa confession, peu importe sa façon de manger, moi mon but c'était qu'il parte en étant content. Donc en fait, on a mis tous les cuisiniers se sont mis à fond pour faire un super plateau vegan et c'était génial. Et il a pris un pied monumental et on a eu une grosse discussion sur la cuisine. Je pense que ça fait partie des gens aussi qui m'ont mis ce petit pied à l'étrier, tu vois, la réflexion de pourquoi il est vegan, tu vois. Juste se poser la question, le mec il a l'air normalement constitué, pourquoi il est devenu vegan? Et donc ça m'a amené en côtoyant des gens comme ça. Après il y a des gens qui m'ont marqué où ça n'a rien à voir avec la nourriture, mais mon premier gros client c'était Bill Clinton. Et Bill Clinton, quand tu es là devant toi, mais là tu peux être n'importe qui, tu fais le canard, de la tête, le mec il a une prestance de dingue et puis une humanité, une humilité assez incroyable. Alors, toi qui aimes la musique, tu sais que j'ai une série qui s'appelle Heavy Metal Food, que j'ai initiée il y a quasiment 10 ans, tu vois. Et donc, je rencontrais des rockstars et je leur faisais des jus, je leur faisais des cakes. J'ai nourri Devin Townsend quasiment à chaque concert. Et j'ai eu le plaisir, et là, elle est là parmi nous ce soir, donc c'est Sam de Chaka Ponk. Tu connais ce groupe, Chaka Ponk? Oui. Donc Sam est présente là sur le live. Merci Sam d'être présente. Elle est très timide, Sam. Donc je pourrais pas la voir en live parce que bon, elle a une timidité qui est assez exacerbée, il paraît. Donc elle est végane. Et il y a de plus en plus en fait de personnes comme ça dans la musique et dans le rock qui sont végans ou qui sont végétariens. Et ça, je pense que pour moi, c'est une très très bonne chose. Non pas à titre personnel, si tu veux, par rapport à mon travail ou mon message, mais ça donne un côté un petit peu moderne. Et le fait que toi, tu sois un chef étoilé, que tu sois tatoué, que tu aies, je dirais, cette façon de présenter on peut appeler ça un combat quand même, tu vois. Pour changer notre mode alimentaire, je pense que c'est une très très bonne chose. Tu apprécies ce groupe Chaka Ponk? Ouais, j'adore. Okay. Mais tu sais, pour revenir à ça, je pense que la musique, c'est aussi un moyen d'expression qui fait partie des gens qui ont créé des rébellions. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit, tu penses aux Sex Pistols, tu penses au message des Guns N' Roses quand ils ont démarré. Tu vois, c'était très, on était très dans la rébellion, dans une jeunesse qui se réveille et qui veut autre chose. Et les messages d'époque étaient ceux-là. Maintenant, ceux d'aujourd'hui, la vraie rébellion d'aujourd'hui, elle est là. Elle est dans comment on mange, comment on va sauver notre monde, comment on va sauver nos vies, comment on va faire que l'humanité puisse encore vivre sur cette planète.
Et la vraie rébellion, elle est là. Et la jeunesse, il trompe pas. Je veux dire, quand tu regardes une petite meuf comme Greta, qui porte à elle seule sur ses petites épaules un espèce de mouvement où de plus en plus de gamins entre 12 et 18 ans montent au créneau, utilisent mieux que nous les réseaux sociaux pour bien que leur message soit bien dit. Tu vois, pour moi, l'avenir, il est là. L'avenir, c'est les 12-18 ans d'aujourd'hui. C'est eux l'avenir de demain. C'est eux qui vont... Ouais, si je suis d'accord avec toi, je suis pas forcément d'accord sur Greta. Je pense qu'il y a une grosse manipulation derrière qui fait passer ce message de réchauffement climatique avant le vrai combat. Et le seul combat, c'est un combat politique, malheureusement, parce que on peut faire des actions personnelles qui vont amener certainement un changement, même pour nous et les autres et ceux qui nous entourent. Mais vraiment des décisions, c'est en haut qu'il faut taper, tu vois. Et cette conscience politique. Alors, la conscience politique pour arriver aussi avec l'écologie, mais elle ne tourne pas uniquement sur l'écologie, tu vois. Et cette cause animale ne doit pas, si tu veux, occulter tous les autres problèmes aujourd'hui qui nous entourent, notamment ce confinement qui est extrêmement controversé. Je ne sais pas ce que tu en penses. On n'est pas là pour échanger politique ni de débattre sur ce sujet. Mais voilà, moi je suis très très sensible aussi à cette cause, la cause animale, la cause écologique. Mais elle ne doit pas occulter des problèmes, non pas plus importants, mais des problèmes en fait qui je dirais, qui sont vitaux en fait pour un changement radical de société. Le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, tu peux pas faire de l'écologie sans repenser complètement la société. Évidemment. Je pense que tu peux pas être écologiste et non humaniste. Tu vois, c'est pas possible. C'est impossible. T'es obligé. C'est des valeurs en fait. Donc forcément, quand tu as une sensibilité aux animaux, tu vas avoir une sensibilité à l'autre en face de toi. Donc forcément, tu vas devenir humaniste et moi je le suis de plus en plus. J'étais fermé dans mes certitudes pendant des années et aujourd'hui je me rends compte que ben non, ça passera par la solidarité, ça passera par la compréhension, ça passera par accepter qu'on ne sache pas aussi. Et puis là où je voulais revenir sur Greta, c'est que pour moi, si on veut que la politique, et quand on regarde un peu l'histoire, si on veut que la politique bouge, ça passera forcément par le bas. Et le bas, c'est nous. Donc, oui, le bas, c'est nous. Nous sommes les plus nombreux, tu vois. Là, nous vivons, je pense, une époque qui va, à mon avis, nous consolider, en tout cas, au niveau de nos revendications. Enfin, je l'espère. Hein. Donc, c'est à nous à mettre la pression, en fait, parce que, grosso modo, les gens qui nous gouvernent en ont un peu strictement rien à foutre, puisqu'ils ont une vision à court terme. Donc, de toute façon, ça leur parle pas. Par contre, si on vient bousculer leur vision à court terme, là, ils vont se réveiller. Et c'est là où faut les comprendre eux pour comprendre comment agir. Et en fait, il faut leur mettre la pression pour bousculer leur vision. Parce que leur vision, elle est à 5 ans, 10 ans, maxi. Mais il faut avoir une vision sur 3 générations pour comprendre l'avenir de notre truc. On arrive sur des terrains un peu glissants, si tu veux, on va se ressentir un peu sur la cuisine. C'est vrai que ces révolutions-là, donc en fait, les hommes politiques ont une vision à court terme parce que c'est uniquement un but électoral. Ça, c'est l'autre volet un petit peu de mon combat qui est un peu plus, tu vois, sociétal. Je remets pas du tout en cause le combat pour l'écologie, pour s'occuper, comme je dis souvent, il vaut mieux s'occuper de l'arbre qui est dans notre jardin, des enfants qui sont près de nous, comme tu fais toi avec ton association, tu as un collectif aujourd'hui en plus. Sam nous disait aussi, donc Chaka Pong nous disait qu'ils avaient un collectif qui s'appelle The Freak. Donc il y a en fait toutes je dirais ces opérations sont bonnes et il faut pas qu'il y ait de rivalité, je dirais, parce que l'objectif en fait de ceux qui nous gouvernent, c'est de diviser pour mieux régner. Tu vois, c'est de monter les uns contre les autres. Tu montes pas aujourd'hui le courant féminisme contre les hommes, quoi. Tu vois, c'est inconcevable. On va pas monter c'est comme le rap qui détestait les mecs qui aimaient le métal. Tu vois, je suis sûr que tu aimes aussi, voilà, peut-être. Le rap, on préfère le métal, nous, quand même. J'ai fait 2 concerts en 5 ans, c'était Guns N' Roses et NTM. Voilà. Ah ben écoute, NTM, je les ai vus également cet été avec une grosse prestance une grosse présence en fait de Joey Starr. Voilà. Donc je sais pas s'il est porté sur la nourriture, lui en tout cas. Joey Starr. Alors moi pour l'avoir servi et pour l'avoir côtoyé un peu, il adore manger, mais vraiment il est fan de nourriture. Je pense que ses 2 passions dans la vie, c'est bouffer et faire de la musique.
Euh, et et c'est un mec, tu vois, moi j'avais peur quand il est venu au resto parce que je me suis dit bon, c'est Joe Star, t'as dans la tête tout ce qui a pu être dit ou tout ce qui est. Ouais, les préjugés. Les préjugés. Exactement, les préjugés. Et je pense que c'est le mec le plus respectueux vis-à-vis du personnel que j'ai vu, vis-à-vis de mon staff. C'est alors oui, c'est un jaguar quoi. Tu vas pas lui caresser la tête. Maintenant, si tu respectes son espace vital, ça va bien se passer. Moi, j'ai eu de la chance qu'il m'invite à son concert qu'il a fait sur la plage à Jouan-les-Pins. C'était mémorable. C'est-à-dire, j'ai jamais vu une bulle d'énergie pareille. C'est un monstre d'énergie. Pour moi, c'est le rôle que doivent tenir aujourd'hui les artistes. La plupart du temps, dans les années 70, il y avait un peu plus de rébellion, aux années 80 aussi, tu vois. Donc, je pense que depuis les années 2000, ça s'est un petit peu lissé. Et voilà, donc heureusement, il y a des groupes aujourd'hui. Bon, je dis pas ça parce que Sam est présente sur le chat, mais voilà, j'ai appris à connaître Chaka Ponk et leur message aussi, tu vois. Et donc il y a des groupes aujourd'hui qui se servent de cette notoriété pour faire passer des messages. Et tous nos actes d'achat, comme tu l'as très bien dit avec notre carte bleue, je l'ai écrit dans Hit, nos actes d'achat en fait sont des actes politiques. Bien sûr. Réellement. Et cette conscientisation, toi, que tu amènes dans la cuisine, a encore un autre avantage, c'est de toucher la sensibilité en fait de personnes. Tu crées une connivence. Je pense avec William Dafoe, ça s'est créé voilà naturellement. Ouais, et puis c'est juste en fait prendre le temps d'écouter l'autre, je veux dire d'écouter le pourquoi du comment. Tu vois, tu parlais des artistes où c'est important et je reviens là-dessus, c'est hyper important. Moi, j'ai vu une vidéo de L214 parce que c'était Chaka Ponk qui la mettait en avant. J'aurais peut-être pas regardé sans ça. Ouais. Et cette vidéo, elle m'a marqué, elle m'a vraiment. J'ai eu du mal à la regarder et j'ai eu du mal à me regarder dans la glace juste derrière. Et je pense que ça a fait partie des pics comme ça qui m'ont amené à plus manger de viande. Ouais. Donc, de toute façon, il faut communiquer, il faut en parler, il faut aller au bout de tes... Mais ouais. Ce que j'ai peur, tu vois, c'est que, et là, je vois, en lisant un petit peu, je dirais à la volée, quelques commentaires, notamment par rapport au réchauffement climatique, parce que ceux qui me suivent connaissent en fait mon avis sur le sujet. Il faut pas que ça soit l'objet de débat. Lorsqu'on parle par exemple de cause animale, il y a des choses qui nous rassemblent en fait. Et moi j'ai toujours été une main tendue. Tu vois, je m'entends avec quasiment tout le monde. On m'appelle un petit peu le diplomate dans le milieu. Enfin, ça, je peux parler avec des gens de courants différents. Et je trouve qu'il faut s'assembler sur ce qui nous ressemble, pas sur nos différences. Je pense que tu es d'accord avec ça. Ben, je suis complètement d'accord. Et de toute façon, il y a tellement de choses qui nous ressemblent. Tu vois ce que je veux dire? Qui nous rassemblent, ouais. Qui nous ressemblent et qui nous rassemblent, ouais. Donc, on a quand même peu de sujets divergents quand on part du postulat où il faut juste s'écouter un petit peu. En fait, il faut laisser parler l'autre. Et d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, j'ai vu une émission il y a pas longtemps là sur Internet où il y avait une jeune femme qui venait pour une association végane et qui s'en prenait à un boucher. Et c'était un dialogue de sourds. Et d'un côté comme de l'autre, je les comprenais pas en fait. Je les comprenais pas parce qu'ils disaient plus ou moins la même chose, mais comme ils s'écoutaient pas, en fait, c'est parti dans un espèce de chamaillement. On aurait dit une cour d'école de collège. C'était inaudible, c'était insupportable. Et en fait, faut juste s'écouter et puis prendre le meilleur de chacun et puis avoir un peu d'humilité aussi. Tu vois, juste te dire que c'est pas parce que tu fais un truc depuis 30 ans que c'est bien. En fait, c'est pas parce que exactement. Et c'est pas parce que tu penses ou que tu as un avis assez tranché que c'est bien aussi. Il faut toujours se mettre en question. Il faut que le doute nous habite, comme dirait Pierre Desproges, tu vois. Qu'est-ce que ça mange un cuistot comme ça en confinement? Parce que tu as envoyé la photo d'un frigo vide. Ouais. Pour moi, c'est quoi? C'est une insulte, tu vois. C'est pas possible. Un chef cuistot avec un frigo vide. Donc, il faut arranger un peu. Cette photo me faisait marrer. Et en même temps, j'ai quand même peu de choses dans le frigo aujourd'hui parce que les 3/4 de mes légumes sont sur le balcon. Tu vois, pour moi, c'est une ineptie de mettre une tomate au frigo. La tomate, ça grille tout, quoi. T'as plus de saveur, t'as plus rien. Donc, en fait, faut aussi, au-delà de ça, faut aussi apprendre à retraiter l'aliment. Un œuf, ça n'a rien à foutre au frigo, par exemple. Et, faut le dire.
Ouais, et alors qu'est-ce que ça mange? Écoute, ça mange plutôt vite, donc ça mange plutôt cru. En général, c'est du légume cru en salade. Et le soir, il y a toujours deux versions, parce qu'il y a ma femme et ma fille qui mangent de la viande. Ouais. Donc je leur fais une fois par semaine de la viande, une fois par semaine du poisson. Okay. Mais, est-ce que tu la goûtes si elle est bien cuite ou quoi? Alors, j'ai l'avantage, je cuisine depuis 20 ans, donc j'ai même plus besoin de goûter. Maintenant, je sais. Ah ouais? Ok. Mais, ouais. S'il faut goûter, je goûterai. J'ai pas de problème avec ça. En fait, moi, je suis pas écœuré par la viande. J'ai pas un problème viscéral avec la viande. Juste, c'est hors de mes convictions, donc je n'en mange plus. Ouais. Maintenant, ce que je veux, c'est, dans le fond de mon idée, c'est ne pas acheter de la viande pour moi. Je peux goûter la viande de ma fille, c'est pas un problème. Par contre, je ne veux pas acheter de la viande pour mettre dans mon assiette. Ça, c'est pas possible. Ouais. C'est le fait d'acheter de la viande pour moi, ça, c'est juste possible. T'as un frein par rapport à ça, ouais. Ouais, et puis, parce qu'à chaque fois, si je devais acheter de la viande pour moi, ça irait en dehors de toutes mes convictions. Bien sûr, il faut être cohérent. Tu as eu l'occasion d'aller dans un abattoir ou dans un élevage industriel? Alors, le problème, c'est que je suis un hypersensible. Je suis pas sûr que je m'en remette. Non, vraiment, je suis. Alors, t'as pas besoin d'y aller. C'était juste une question comme ça. Sous mes côtés un peu ronds, c'est vrai que j'ai cette hypersensibilité. Moi, je supporterais pas de tuer un animal. C'est juste pas possible pour moi. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on a et tu l'avais bien expliqué dans tes livres, c'est qu'on a bien dissocié l'animal vivant de l'animal mort. Tu vois, ça nous aide à... Et je pense qu'il faudrait remettre... Moi, ma fille, je lui dis, en fait, tu vois, quand elle mange un animal, je lui dis bien d'où ça vient, quoi. Tu vois, un porc, c'est un cochon. À la base, c'est un cochon. C'est vivant, en fait. Je pense que ça peut être compliqué pour un enfant de recevoir, tu vois, cette vérité comme ça en face. De séparer comme ça l'animal vivant de l'animal mort, quoi. Mais le problème, c'est que ça passera par l'éducation des enfants, forcément. Ouais. Le monde de demain, c'est comment on élève nos enfants et quelle valeur on va leur donner aujourd'hui. Enfin, je veux dire, nous, on va pouvoir faire des choses, c'est certain. Mais le gros du boulot, ce sera l'éducation qu'on va donner à nos enfants et qu'est-ce qu'on va leur apporter comme valeur. Ça, c'est. Ouais. Est-ce que ce courant-là, donc on peut appeler ça le végétarisme, tu sais que c'est un terme que j'emploie pas volontairement, mais ce courant-là d'utiliser beaucoup plus de végétaux, de travailler plus les végétaux, de travailler un petit peu moins la viande et tout, est-ce que ça prend forme chez les chefs? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens comme toi? Alors, une génération peut-être. Et le végétal redevient sexy, et c'est là où on a un vrai truc à jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être très clair. Aujourd'hui, on est guidé par nos téléphones, par la pub, par les tendances, par les modes. Et donc, à un moment donné, il faut jouer avec les bonnes armes. Et donc, si on veut végétaliser une cuisine, et à mon avis, la cuisine de demain, il faut la végétaliser, c'est primordial. Ouais. Déjà pour le bien-être. Enfin, moi, je le vois bien quand je mange aujourd'hui, je me sens bien. Tu vois, je me sens bien après manger. Je suis pas lourd. Je pourrais aller faire un footing. Alors qu'avant, j'aurais fait une sieste plus qu'un footing. Ouais. Aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Je me sens protégé. Tu vois, il y a le coronavirus, je me sens bien parce que je suis rempli de vitamine C, parce que j'ai mangé varié. Donc, j'ai pas peur. Tu vois. Et si on veut végétaliser une cuisine, en fait, il faut que des chefs la rendent sexy. La mode en fait, la nourriture, c'est comme tout ce qui nous entoure. C'est que de la mode, du marketing. Et donc, à un moment donné, il faut jouer avec les bonnes armes. Donc, il faut publier, nous, les chefs végétariens ou pas végétariens, tu vois. Il faut qu'on publie des recettes sexy, des recettes qui soient gourmandes. Et voilà. Donner des idées comme ça, donner des idées pour le quotidien, pour les faire aussi au quotidien, parce qu'on n'a pas tous le talent d'un grand chef. Exactement. Et ça peut aller super vite. Regarde, il y a 15 ans, jamais personne n'aurait mangé du Wagyu ou du Black Angus. Aujourd'hui, c'est sur la carte de tous les restaurants. Donc, les modes changent, évoluent et évoluent vite. Donc, c'est à nous de faire ce que sera demain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Aujourd'hui, la viande est devenue super sexy. C'est-à-dire que le bœuf hyper qui vient de l'autre bout du monde, c'est hyper sexy. Donc, il faut juste se rendre compte que c'est ridicule et que ce qu'il faut mettre en avant et ce qu'il faut marketer à mort, c'est le légume du petit producteur d'à côté. C'est ça qu'il faut marketer. Ouais.
Est-ce que tu es un adepte des jus? Est-ce que tu travailles des jus, des associations comme ça? Alors, je travaille des jus. Je travaille des jus depuis 3 semaines. On est confiné depuis 3 semaines, ouais, depuis 3 semaines. Ouais, ok. En fait, tu as un extracteur à jus? Tu as un extracteur? Alors, non, j'ai un blender, donc je blende. Ok, tu le fais au blend, ok. Ok. Pour l'instant, ouais. J'ai lu ton bouquin, donc j'avais des bases, tu vois, déjà. Ouais. Et puis après, je fais aussi avec mes goûts, mais c'est vrai que de plus en plus, alors là, tu vois, toute la journée, je bois des infusions avec du thym, avec du thé vert, du citron, un peu de miel, et je me fais ça. Avant, je buvais 15 cafés par jour. Donc, je te cache pas que pour mon corps, c'était pas génial. Et en fait, j'ai remplacé le café par ces jus-là, par ces infusions-là. Et puis, je travaille beaucoup plus le curcuma, le gingembre. Mon palais a changé, c'est-à-dire que comme j'ai plus cette attraction au gras, parce qu'en fait c'est ça la vie, t'as une attraction au gras. Comme j'ai plus ça, il faut que je change ma façon de manger et du coup j'utilise beaucoup plus d'épices, beaucoup plus d'herbes. Et du coup comme tu utilises des herbes, tu te dis mais à quoi elle peut servir pour moi? Exactement. Et en fait c'est une espèce de chemin qui avance étape après étape et qui est cohérent. Donc, tu arrêtes de manger de la viande, tu vas chercher quelque chose d'autre dans la nourriture. Et donc, tu vas chercher des saveurs puissantes pour combler le fait que tu vas pas chercher de la viande. Et donc, tu travailles beaucoup plus les épices, beaucoup plus les herbes, la coriandre, le persil, ces herbes-là qui vont exploser dans ta bouche et qui vont te donner ce sentiment de plaisir. Parce que c'est là où il faut faire attention, c'est que le végétarien, faut surtout pas l'enlever de plaisir. Si on enlève de plaisir, moi, tu remanges de la viande. Bien sûr. Mais je te conseille l'extracteur, tu verras, parce que ça, par exemple, tu passes les racines donc de gingembre ou de curcuma, tu vois, tu peux passer du fenouil, tu peux passer de la blette. Je suis sûr que tu vas te faire de super recettes. En fait, t'as pas la fibre, tu as juste le jus, tu vois. Tu peux garder aujourd'hui à la maison, à chaud, tu peux le travailler à froid. Je passe au chinois, tu vois. Ah ouais, mais c'est un gros travail, c'est un travail de cuisinier, ça. C'est le métier. J'ai pas eu le temps de sortir, m'acheter mon extracteur encore. Écoute, l'heure arrive à son terme. Je pense qu'on a filé la dalle à tout le monde là. Ils sont nombreux à nous suivre. Donc je pense qu'on a donné la dalle à tout le monde. Écoute, la prochaine fois qu'on se verra, enfin quand on se rencontrera, on s'est jamais rencontrés tous les deux. Je pense qu'on va attendre la fin du confinement, bien entendu. Je t'apporterai les herbes du jardin. J'ai la verveine. En fait, c'est un pied qu'avait planté mon grand-père dans les années 70, tu vois. Donc il est immense, on l'accueille, on l'a fait sécher, on a plein de bocaux. Ma femme est herboriste, donc on va garder, si tu veux, toutes les herbes. On a du thym citronné, voilà, du thym à la menthe aussi. On a beaucoup d'herbes. Tu sais, les herbes, on peut les faire pousser même sur une terrasse, tu vois. On peut produire aussi de sa nourriture, et ça c'est vraiment intéressant, tu vois. En tout cas, écoute, merci beaucoup, Arnaud. Moi, je sais pas vous, les amis, moi je me suis régalé. Donc, c'est l'essentiel. C'était cool. Ouais, c'était cool. Puis, on va rappeler quand même notre groupe fétiche. Hein. Voilà, les amis. Hein. Donc, Guns N' Roses, hein, si vous voulez passer une soirée un peu sympathique. Hein. J'ai vu dans les commentaires que Gilles Epied, donc le fameux chef qui vit aux États-Unis maintenant, qui est un ami de Slash, il m'a mis un truc tout à l'heure. C'est passé un peu vite, mais en tout cas, il regarde. Gilles Epied. On va voir, on va chercher un petit peu son profil sur Instagram. En tout cas, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ton engagement. Merci pour tes convictions et le message que tu transmets comme ça à ta façon, avec cette douceur qui te caractérise malgré que tu sois tatoué, que tu te la joues un peu gros dur. On voit que tu es intense, en fait. On le voit, ça se voit. Tu sais ce qu'on parle. Ouais, je sais. Écoute, en tout cas, j'ai hâte de venir te rencontrer, j'ai hâte de venir échanger avec toi. Avec grand plaisir. Voilà, donc c'est le Télégraphe, ce sera à Toulon. Donc, exactement, le Télégraphe. Voilà. Un projet à Aise aussi, ça va s'appeler Gaston. Ok, tu vas avoir comme ça donc plusieurs projets. Parce que tu vas, en fait, donc tu vas définir un cahier des charges pour l'équipe en cuisine. C'est toi qui vas superviser un petit peu tout ça. Et comme exactement, ça, on va pouvoir retrouver. Qui sera culinaire et environnemental. On va essayer de mieux travailler plus intelligemment. Voilà. Et écoute, si tu cherches une égérie, moi je suis dispo. Hein. Donc, voilà. Compte sur moi en tout cas pour soutenir ta démarche et pour le faire savoir à tous ceux qui me suivent. Et puis j'ai hâte, là j'ai hâte tu vois, je me suis préparé ma soupe.
Donc, tu sais, c'est la soupe 4 saisons. Tu as la recette dans Hit 2, là. Ouais. Donc, je mange ça avec je sais pas si tu connais ça, du tofu lacto-fermenté. Ouais, ouais, Le ouais. tofu lacto-fermenté, écoute, il y a une marque qui s'appelle Sojami, qui est française, qui fait avec du tamari ou de l'ail des ours ou au basilic. Écoute, ça relève, tu vois, ça met un petit peu de goût dans cette soupe de légumes. Tu vois, avant, je la faisais cuire dans de l'eau salée. Maintenant, je mets même plus de sel. Et je trouve que les légumes prennent tout leur goût, le sens aussi de leur fonction. Par exemple, le radis noir, on ne sait pas comment le travailler. Tu vois, le radis noir, t'en manges jamais, quoi. Tu vois, donc ça, c'est intéressant. Bon, on parlera cuisine une autre fois, Ouais, tous les deux. ça roule. Bah, Salut quand tu veux. Arnaud. Quand tu veux. Ouais, Salut. merci Merci. beaucoup en tout cas. Merci. À bientôt. Merci. Ciao. Salut. Salut.